Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous sommes toujours dans les cas de supériorité du cavalier sur le fou. Ici, une partie qui s'est jouée entre Capablanca et Reshevsky à Nottingham en 1936. Et c'est au noir à jouer et les blancs gagnent. Alors, dans la partie, ils ont joué G5. Mais il est à noter que sur une défense passive, les noirs perdent tout aussi rondement. Selon une analyse de Finn, par exemple sur roi F7, alors cavalier B4, fou B7, cavalier C2, fou C6, cavalier D4, fou D7. On comprend le jeu, hein, le fou est obligé de continuer à protéger les pions. Roi E2, roi E7, roi D3, A prend B3, A prend B3, roi D6, roi C3, roi C5, B4 échec, roi D6, cavalier E2, roi E5, cavalier C1, fou C6, cavalier D3 échec, roi D6, roi D4, fou E8, cavalier F4, fou F7, cavalier E2, fou E8, cavalier C3, fou C6, G4, G5, H5, H6, F4, G prend F4 et E prend F4. Et comme les noirs sont obligés de jouer, ils perdent forcément un pion. Et les blancs gagnent. Alors on comprend le mécanisme, hein, grâce au fou qui est coincé dans sa position, les blancs en manœuvrent avec leur cavalier de façon à aider le roi à s'approcher, et une fois qu'il est suffisamment prêt, on met facilement les noirs en zugzwang. Donc dans la partie, ils ont donc joué G5. À ce moment-là, H prend G5, F prend G5, cavalier B4, fou B7 et G4. Le bon coup, roi G7, roi E2, roi G6, roi D3, H5, G prend H5 échec, roi prend H5, roi D4, roi H4, cavalier prend D5, roi G3, F4, G4. Donc grâce à ce jeu actif, les blancs, les noirs ont perdu un pion. Ils ne pouvaient de toute façon pas l'empêcher, nous on l'a vu, mais ils se sont ainsi créés un pion passé. F5, mais les blancs aussi. Fou C8, roi E5, fou D7, E4, fou E8, roi D4, roi F3, E5, G3, cavalier E3, roi F4, E6, G2, cavalier prend G2, échec, cavalier prend, roi prend F5, pardon, roi D5, roi G4, cavalier E3, échec, et là, les noirs ont abandonné face à ce pion passé. Ils sont cuits, d'autant que
à tout moment, le fou va devoir bouger, peut-être s'échanger contre le cavalier, mais le roi blanc qui est à l'affût va pouvoir capturer les autres pions, et les blancs pourront facilement forcer un autre pion passé pour gagner. Voilà, alors, de tous les exemples que nous avons vus sur la supériorité du fou et la supériorité du cavalier, ça nous permet de tirer quelques conclusions. En règle générale, le fou est plus fort que le cavalier dans les positions franchement ouvertes, comme dans les positions avec des pions mobiles des deux côtés, sur les deux ailes. Dans ce genre de position, il suffit qu'un tout petit avantage positionnel s'ajoute, le roi mobile par exemple, pour que l'équilibre soit définitivement perturbé et la victoire du camp fou assurée. Également favorable au fou sont les positions où des pions adverses se trouvant sur la même couleur constituent une cible de choix. Ici, le fou attaque et en même temps, il défend son camp à l'aile opposée, alors que le cavalier, à cause de son rayon d'action rapproché, n'est pas à même d'intervenir simultanément sur les deux ailes. Dans les cas que nous avons vus avec la supériorité du cavalier, cela montre clairement la supériorité du cavalier dans les positions bloquées ou semi-bloquées, où le fou ne trouve pas de cible appropriée et où ses pions sont bloqués sur des cases de la même couleur que lui. La position théorique que nous avions vue il y a peu en donne un exemple simple et en même temps très explicite de l'impuissance du fou face au cavalier qui, lui, est très mobile. Dans les autres cas, également, l'activité du cavalier face au mauvais fou saute aux yeux, comme ici. De ces exemples simples ressortent les grands principes des positions où un camp possède un fou et l'autre un cavalier. Le camp fou doit se soucier de contrôler la mobilité des pions aux deux ailes, alors que l'autre camp doit essayer de bloquer les pions adverses sur des cases de la même couleur que le fou, et de se créer par des manœuvres de cavalier de bonne cible. Après ces principes, chacun peut voir lui-même dans quelle position il vaut généralement mieux échanger le fou contre le cavalier ou le contraire. Alors, afin de mieux voir ces grands principes généraux, qu'on a vus sur des cas relativement simples, on va voir des cas plus complexes, on va voir des parties entières, avec notamment les questions qui se soulèvent de comment amener telle ou telle situation où le fou ou le cavalier va constituer un avantage face à l'adversaire. Donc, et nous commencerons ces parties dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.